Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Mon nom est Gaëlle Bodin, je suis éditrice juridique chez LexisNexis et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Yenny Vega Cardenas, auteur de l'ouvrage Méthodologie et épistémologie du droit comparé, diverses méthodes et écoles. Yenny est docteur en droit et avocate, membre du Barreau du Québec depuis 2015. Elle est membre du réseau d'experts du chapitre de l'ONU Harmonie avec la nature et est actuellement présidente de l'Observatoire international des droits de la nature au Canada. Elle est aussi chercheure invitée à l'Institut Max Planck de droit public et international comparé en Allemagne. Elle a été conseillère à la recherche à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke en 2022 et 2023. Elle enseigne le droit international public et le droit comparé dans plusieurs universités à travers le monde. Elle a publié plusieurs articles scientifiques en anglais, en français et en espagnol et est fréquemment invitée à participer à des conférences nationales et internationales liées à son expertise. Son plus récent ouvrage, Méthodologie et épistémologie du droit comparé, diverses méthodes et écoles, publié en juillet 2024, identifie les méthodes et les outils les plus importants pour s'aventurer avec succès dans le monde de l'analyse juridique comparative. Cette étude minutieuse est le fruit de plusieurs années de recherche et d'enseignement au Canada, mais aussi en Allemagne, au Japon, en Italie, en Finlande, en Norvège, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au Mexique. Yenny, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëlle, de cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager le contenu de cet ouvrage, qu'on a eu le plaisir de le travailler aussi en équipe avec les merveilleuses personnes comme toi qui travaillent pour LexisNexis. J'ai une première question. D'où te vient cette passion pour le droit comparé qui t'a amené à voyager, à étudier, à enseigner à travers le monde? Oui, en fait, c'est en travaillant comme professeur de méthodologie du droit comparé dans plusieurs universités au Canada et en Amérique latine que j'ai perçu le besoin de publier un livre qui systématiserait les différentes méthodes et écoles de droit comparé. Que j'ai passé de nombreuses années dans le monde universitaire et je suis certaine que les étudiants, les professeurs, les chercheurs ont besoin d'un guide clair sur la méthodologie du droit comparé. Pour moi, il ne fait aucun doute que la comparaison est l'un des outils les plus efficaces pour permettre au droit d'évoluer. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux modèles, des lois, des règlements susceptibles de résoudre des problèmes sociaux. Donc, c'est à ce moment-là que nous commençons à examiner comment d'autres sociétés abordent ces problèmes sociaux, que ce soit par le biais du système juridique ou autre, mais comme on est en droit, on s'intéresse aux lois. Donc, nous pouvons apprendre des autres États et sociétés en comparant ce qu'ils font, en sachant pourquoi ils les font et quels sont les résultats qui ont donné ces règles. Donc, le droit comparé nous permet de nous demander si un modèle donné peut être appliqué dans notre propre pays ou territoire et comment nous pourrions l'améliorer et l'adapter à nos propres besoins. C'est un peu comme de l'ingénierie juridique, tout simplement. Peux-tu nous parler un petit peu plus du contenu de ton livre et surtout en particulier de ta nouvelle approche de décolonisation du droit qui, je trouve, est très, très prometteuse comme approche? Merci, Gaëlle. Oui, en fait, mon livre est composé de plusieurs chapitres. Les 2 premiers chapitres sont introductifs et répondent définitivement à la question de savoir si le droit comparé est une discipline en soi ou bien une méthodologie. La conclusion est claire, c'est une discipline qui doit compter sur sa propre méthodologie. Donc, j'explique également à propos de différents niveaux de la comparaison juridique qui ont été développés par plusieurs chercheurs chevronnés, comparatistes, comme les professeurs Jaco Husa ou Mark Van Hook ou bien Jeffrey Samuel, entre autres. Et puis, parmi les différents niveaux, on va trouver les niveaux macro, micro, diachronique ou synchronique, horizontal ou vertical, interculturel ou intraculturel.
En fait, il est clair qu'il n'est pas la même chose de comparer un système juridique dans son ensemble, comme ça serait le fait de comparer le système de la common law avec le système de la droit civil. À ce moment-là, il s'agirait plutôt d'un niveau macro. Et en revanche, il est également possible de comparer, par exemple, la capacité testamentaire en droit privé comparé, une question très spécifique qui nécessite un niveau de comparaison plus micro. Et également, par exemple, les niveaux interculturels ou intraculturels, c'est très important à considérer parce qu'on change l'approche selon si on va comparer avec les systèmes juridiques d'une société qui se ressemble un peu à la nôtre, comme ça serait le cas de comparer deux sociétés occidentales, par exemple la France avec l'Allemagne, ou bien interculturel, quand on sort un peu de notre culture auquel on est habitué, comme ça serait le fait de comparer un pays occidental avec un pays oriental, disons l'Asie ou le Japon, où là, il y a d'autres enjeux qu'il faut considérer, comme c'est la culture, la religion, etc. Le chapitre suivant explique en détail, en fait, avec schéma à l'appui, les principales méthodes qui existent en droit comparé, comme la méthode fonctionnelle, ou aussi appelée école allemande, qui est l'une des méthodes juridiques les plus utilisées dans le monde. Donc, vous trouverez ensuite des explications sur d'autres écoles, comme l'école italienne, qui s'est déterminée ou nommée comme étant structurelle, parce qu'elle s'intéresse au-delà des problèmes juridiques à la structure dans laquelle la norme habite ou s'introduit. Puis, on va trouver aussi les grands projets de comparaison juridique connus sous le nom de Common Core, ainsi que les enseignements des grands juristes comparatistes tels que Rodolfo Sacco, Mauro Busani, Roberto Scarciglia, Michele Graziadei, Marta Infantino. C'est des comparatistes italiens qui sont démarqués dans cette approche structurelle. Par la suite, il y a un chapitre qui est assez vaste dans mon livre, c'est dédié à la méthode interdisciplinaire. Et je désigne sous le nom d'école nordique, car elle a été bien documentée par des professeurs comme Jaakko Husa de l'Université de Helsinki et qui a connu un essor important ces dernières années. En fait, cette école nous permet d'aller au-delà du positivisme juridique afin de la comprendre et on va vraiment intégrer l'input ou vraiment l'apport d'autres sciences auxiliaires, notamment l'histoire, la sociologie, l'anthropologie juridique, l'analyse économique du droit ou même la linguistique juridique. En fait, ces sciences auxiliaires nous permettent d'obtenir des résultats plus approfondis et de mieux comprendre l'autre, c'est-à-dire les droits étrangers. Et puis également, on va avoir des réponses plus complètes parce qu'on va tenir en compte la nécessaire approche des interdisciplinaires, c'est-à-dire d'autres disciplines qui vont jouer un peu sur l'interprétation, sur l'application du droit. Bien sûr, il faut que je sois reconnaissante des soutiens que j'ai reçus du professeur Jaakko Husa de l'Université Helsinki, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses dans mon séjour en Finlande, et notamment la perspective qui utilise au-delà de la maxime juridique en latin que vous connaissez très bien, dura lex sed lex. Cette école nordique nous propose plutôt le dicton lex injusta non est lex. Donc, la loi injuste n'est pas une loi. C'est vraiment une approche très avant-gardiste que vous allez trouver dans mon livre. Ensuite, dans un autre chapitre, vous trouverez également d'autres méthodes que j'appelle alternatives, comme l'approche herméneutique ou critique, qui m'a été d'ailleurs suggérée d'appeler école Pierre Legrand, pour son approche critique très répandue, très connue. C'est un professeur qui enseigne en France, d'origine canadienne d'ailleurs, mais que lui, il a développé parce que lui, il croit beaucoup à l'importance de connaître ou de reconnaître dans le droit une mentalité, la mentalité de la société, une mentalité juridique. Puis vous trouverez dans ce chapitre de méthodes alternatives la méthode conceptuelle et dialectique que j'ai utilisée moi-même dans ma thèse de doctorat, et puis qui ont été développées par certains chercheurs. Mais c'est vrai, Gaëlle, que le chapitre le plus innovant dans mon ouvrage, c'est la méthode de décolonisation du droit, et que j'appelle l'école qui vient du Sud global. En
En fait, il s'agit d'un nouvel axe de recherche qui s'est développé ces dernières années dans différents pays du monde. Cette recherche est nourrie par des discussions et des échanges avec les groupes de décolonisation et droit comparé de l'Institut Max Planck, où je suis actuellement en visite de recherche. Je suis aussi reconnaissante de cette bourse qu'ils m'ont offerte pour approfondir encore davantage et puis de discuter sur ces chapitres que j'ai publiés dans ce livre-là. Et puis, vous allez trouver des discussions concernant des sujets émergents, comme bien sûr la reconnaissance des droits de la nature, qui ont compté sur le leadership autochtone partout au monde. Et vous allez trouver des questions touchant à l'autodétermination des peuples, et puis plusieurs positions qui se développent développées par des chercheurs du Sud global. Donc, c'est un chapitre tout à fait innovateur, donc je vous invite à lire et à me faire part de vos commentaires pour continuer à l'enrichir. Bien sûr que je m'inspire dans ce chapitre d'ouvrages marquants, comme celui de Decolonizing Methodologies de Linda Smith, qui est une professeure maori, et puis aussi du livre du professeur Jean-Paul Lacaze, québécois, qui enseigne à l'Université d'Ottawa, sur le territoire Innu. Donc, c'est un exemple de recherche décoloniale que les professeurs ont commencé déjà à entamer depuis plusieurs années. Donc, dans ce chapitre, on va initier les étudiants, les chercheurs, les juristes à aller au-delà de la loi étatique positive afin de trouver des solutions un peu en dehors de la boîte, out of the box. Parfois, ces solutions permettent aux épistémologies autochtones d'être ravivées et valorisées, comme c'est le cas de la rivière McPike, qui voit, les Inuits voient dans cette rivière une personne, un ancêtre qu'ils doivent honorer. Donc, je pense que ça va être une invitation aussi aux chercheurs dans les études décoloniales de ne pas rester seulement sous les écrits, mais aussi de passer à l'action. Enfin, mais je vous invite donc à le lire, à le commenter, c'est vraiment très riche. Et puis, c'est un chapitre que je tiens particulièrement à cœur, effectivement, dans ce livre. Oui, je trouve ça très intéressant parce que, dans le fond, on se rend compte qu'il y a de nombreuses études, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs approches qui coexistent. Puis, effectivement, c'est vraiment une recette parfaite pour conclure que le droit comparé, c'est un peu une matière obscure qui n'intéresse que quelques élus, pour citer le professeur Aldabak qui, dans le fond, qui signe la préface de ton ouvrage aussi, et d'autres sommités dans le domaine du droit comparé qui souvent parlent du droit comparé comme une matière anxiogène ou énigmatique, alors que dans le fond, ça peut intéresser tout le monde et il faudrait justement dépoussiérer un petit peu cette matière qui peut vraiment être très d'actualité. Voudrais-tu nous lire, dans le fond, certains extraits de certaines approches dont tu parles dans ton livre? Oui, bien sûr. En fait, je vais vous lire à propos des méthodes les plus utilisées. Par exemple, celle de l'école allemande. Il y a un article très vaste écrit et très important écrit par le professeur Ralph Michaels, qui est d'ailleurs directeur de l'Institut Max Planck de droit privé et comparé en Allemagne. Et puis, il nous dit, pour commencer, le comparatiste identifiera un problème juridique. Donc, le fonctionnalisme part toujours d'un problème en utilisant des termes génériques et en les dissociant de toute charge doctrinale du système juridique dans lequel a lieu le problème en question. Ensuite, le comparatiste identifiera les normes étrangères ayant comme fonction de résoudre le même problème au cœur de l'étude. C'est ça qu'on appelle le fonctionnalisme. Donc, voir c'est quelle est la norme qui a la même fonction de résoudre ce même problème. Et lorsque ces normes ont été identifiées, le comparatiste pourra analyser la viabilité de la comparaison. Et puis, vous allez trouver des images, des diagrammes qui vont vous guider pour mieux comprendre cette approche fonctionnelle qui est l'une des plus utilisées au niveau mondial. Mais également, la méthode structurelle ou école italienne qui a été conçue comme une réponse aux critiques de la méthode fonctionnelle dans le but de proposer une forme de comparaison qui prenne en compte les structures et les classifications internes des droits étudiés. En fait, ici, il y a plusieurs auteurs comparatistes qui nous disent
qu'à l'intérieur d'un même système juridique, on peut trouver des contradictions. Et donc, c'est normal. C'est normal de trouver des contradictions entre les textes de la loi, la jurisprudence, etc. Donc, c'est pourquoi on doit considérer avant tout le contexte. Et Rodolfo Sacco, il nous parle de ces schémas et des structuralismes structurels pour voir une matrice. Donc, on voit les systèmes juridiques comme étant une matrice. Et puis, on trouve aussi les méthodes, les Common Core Projects, qui sont des projets assez vastes. Et puis, il y a des schémas que vous voyez ici, vraiment intéressants pour suivre un projet d'envergure avec plusieurs étapes, comme l'étape 1, un consensus sur un cas pratique, un peu style casuistique. Ensuite, on va voir la conception d'un questionnaire. Le questionnaire, c'est quelque chose de vital dans l'approche de Common Core. Et puis, ensuite, une fois qu'on s'est rallié, les différents chercheurs sur un questionnaire, on va faire une analyse comparative des réponses trouvées. Donc, ici, je pense pour les professeurs qui font aussi des demandes de subventions, et c'est une approche qui est très utilisée pour finalement entreprendre des projets de recherche collaboratifs. Et puis, il y a également cette méthode interdisciplinaire. Donc, dans ces chapitres 5, il va nous dire, on va trouver que plusieurs comparatistes comme Geoffrey Samuel, Annalisa Riles, Luz Cho Pegoraro et Pierre Legrand ont suggéré aussi, plaidé aussi, comme l'a fait Jaco Husa, par la considération d'une approche vraiment qui va intégrer d'autres perspectives. Ici, je vous lis, selon ses intérêts et son sujet de recherche, le comparatiste pourra donc décider d'intégrer une ou plusieurs perspectives, que ce soit l'anthropologie, l'histoire, l'économie, la politique, la sociologie, la linguistique, le juridique, etc. Donc, vraiment, on va voir aussi d'autres schémas qui nous expliquent comment on fait pour choisir la science auxiliaire et comment on fait pour l'intégrer et à quel moment. Et ensuite, on a aussi mon chapitre que je tiens particulièrement à cœur, l'école du Sud global ou la méthode de décolonisation du droit, où j'identifie un processus en 3 étapes. Et puis, ces 3 étapes, c'est tout d'abord une identification des sources normatives précoloniales, ce qui va faire appel un peu à l'anthropologie juridique. Ensuite, on va faire une comparaison des normes coloniales dans un but des connaissances normatives proches de l'anthropologie du droit. Donc, on compare ce qui était avant la colonisation avec ce qui est après la colonisation. Et la 3e étape, finalement, la compréhension des rapports d'influence et de concurrence du droit postcolonial en émergence vis-à-vis les droits coloniaux dans son objectif de décolonisation. Parce qu'on sait que les droits n'est pas fixé dans le temps, il évolue. Donc, de la même manière, les droits de plusieurs nations, et par exemple autochtones, ils vont avoir évolué même dans leurs principes suite aux fruits de la colonisation. Et également, on va voir dans la partie des approches alternatives, l'école Pierre Legrand, et qui nous disent, il insiste sur le fait que les études comparatives n'ont pas pour objectif de présenter les similarités et les différences entre les systèmes, mais d'identifier la mentalité juridique d'une société pour mieux la comprendre. Donc vraiment, ça c'est le cœur de l'approche de Pierre Legrand, et une approche critique du droit comparé, qui je pense est important aussi de l'avoir inclus dans cet ouvrage. Et finalement, si j'arrive à proposer un schéma de route, une boussole, une carte pour que les étudiants puissent commencer, ou les chercheurs du bon pied, ou les juristes. Et c'est une étape, c'est une feuille de route en 3 étapes. La première, c'est vraiment la définition du projet de recherche. La deuxième, c'est de choisir une méthode et une stratégie concordante. Et finalement, la troisième, c'est l'interprétation comparative des résultats. Donc, vraiment, j'espère que vous allez trouver une bonne guide juridique, que ça va être un bon boussole pour vous aider, prendre de la main et pour bien réussir une recherche comparative.
Merci Yenny pour toute cette présentation-là. Puis je trouvais ça intéressant justement aussi que justement tu termines en présentant ta feuille de route parce que comme tu le disais aussi au début de notre entretien, aujourd'hui et même à l'heure de la mondialisation, le droit comparé s'avère une discipline qui est absolument nécessaire à la formation de tous les juristes. Donc, d'avoir inclus vraiment dans ton ouvrage cette boussole, dans le fond, cette feuille de route pour vraiment aider les juristes à travers leur voyage dans le droit comparé, vraiment de les mener, de les guider étape vers une étude comparée, mais qui est structurée en leur permettant d'atteindre leurs objectifs du départ, qu'ils ou elles auront tracé dès le départ. Je trouvais ça important vraiment que tu le mentionnes aussi. J'aimerais ça terminer aussi sur une note peut-être un petit peu plus personnelle. Écrire un livre, on le sait, là, ça demande du temps, ça demande de la rigueur, de la discipline. Parfois, on peut se sentir seul, on peut se sentir découragé. Puis, on sait que tu as voyagé beaucoup aussi à travers tes conférences, à travers tes enseignements. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier que tu aimerais remercier, qui t'ont soutenu? Puis qui t'ont aidé, dans le fond, à persévérer pour écrire, dans le fond, cet ouvrage-là là, qui est le fruit de plusieurs années de recherche. Oui, effectivement, Gaëlle, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup de personnes à remercier. Tout d'abord, ma fille, mon mari, ma famille, de m'avoir accompagnée dans mes séjours de recherche, car ils ont ainsi agrémenté ceci et je me suis sentie moins seule dans cette aventure d'écrire un livre de cette envergure. Et je devais passer des journées complètes à écrire dans les bibliothèques au Canada, en Allemagne, comme actuellement je le fais au Max Planck Institute, en Italie, à Padoue. L'Université de Padoue a été vraiment aussi un bon milieu, en Finlande, en Norvège, pour ne citer que ces pays-là. Et bien sûr, mes profonds remerciements à plusieurs professeurs, dont professeur Jaakko Husa de l'Université Helsinki, professeur Sergio Gerotto de l'Université de Padoue, professeur Ari Aldabag de l'Université de Montréal, professeur Ralph Michaels, directeur de Max Planck Institute de droit privé et comparé, qui m'ont donné un support très ponctuel pour développer le contenu de cet ouvrage. Et puis également, et très chaleureusement, j'aimerais remercier le professeur Gerald Goldstein et le professeur Rainer Schulze pour leur amitié, leur soutien indéfectible. Ils ont cru à moi depuis les premiers pas de cette aventure. Donc, je leur suis vraiment très reconnaissante. Et enfin, et particulièrement, un grand merci à la Chambre des notaires qui, par le biais du Fonds des études notariales, ont financé une partie de la rédaction de l'ouvrage. Bien sûr, à toi, Gaëlle, et l'équipe de LexisNexis pour votre travail minutieux qui a permis la publication de grandes qualités de cet ouvrage, que je vous suis profondément reconnaissante. Et puis, j'espère que ce livre sera de grande utilité à tous ceux et celles qui s'aventureront dans les droits comparés. Et je voulais vous laisser avec une phrase de Otto Kahn-Freund qui dit ceci. Aux professeurs de droit comparé, les dieux ont accordé le plus dangereux de leurs dons, celui de la liberté. Merci. Merci beaucoup, Yenny. Je veux juste terminer en disant que on a la chance de t'avoir comme auteur, d'avoir publié cette version de ton livre en français, mais on va publier aussi l'ouvrage en anglais, donc qui va sortir à la fin de l'année, donc en décembre 2024. Donc, c'est une grande chance aussi de pouvoir dans le fond, augmenter le nombre de lecteurs, de gens qui vont pouvoir profiter vraiment de cet ouvrage vraiment très riche, exceptionnel que tu publies avec nous. Mais merci beaucoup, Yenna, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci, Gaëlle, de cette invitation. Bonne journée.